Bonjour à tous, bonjour Jean-Baptiste Djebbari. Bonjour à vous deux. Vous êtes ministre délégué au transport, de passage à Marseille depuis hier et invité donc de la grande interview sur le plateau de la Provence ce matin. Nous sommes en direct sur Facebook et sur le site web de la Provence pour vous interroger sur les grands thèmes de l'actualité, plus particulièrement dédiés au transport évidemment aujourd'hui avec vous, la crise sanitaire, les déplacements pendant les vacances, l'environnement, les trains du quotidien, les trains de nuit. Mais avant cela, Jean-Baptiste Djebbari, on vous connaît dans vos fonctions, on sait que vous venez du monde de l'aéronautique. On vous voit sur de nombreux plateaux, mais on aimerait en savoir un petit peu plus sur vous. Qui êtes-vous vraiment, Jean-Baptiste Djebbari? C'est une question compliquée, mais ceux qui me qualifient dans le monde politique disent que je suis un peu un entrepreneur politique. Donc moi, ça me va plutôt bien parce que je viens du monde de l'entreprise, j'ai connu le public, connu le privé, et on est dans un moment politique où on a besoin de faire des choses. Et ce portefeuille, c'est un portefeuille d'action. Et tous les sujets que vous avez cités sont des sujets évidemment importants, pendant lesquels on n'a peut-être pas suffisamment fait ces 30-40 dernières années. Et donc je pense que homme d'action, ça me caractérise assez bien. Et je pense que moi j'ai appris beaucoup de choses. Issu d'une famille plutôt modeste, pratiquant le rugby plutôt que le football. Je sais que c'est une terre de football, mais voilà, la politique c'est vraiment un peu ce même sport de combat collectif qu'est le rugby par exemple. Et je me retrouve assez bien dans ses valeurs, dans ses racines. Et en tout cas, c'est ce que j'essaie de mettre en œuvre, en marche dans mon action. Ouais, alors j'ai joué un peu tous les postes, mais j'ai commencé à l'ouverture, puis au centre. Et en fait, ce qui m'inquiète, c'est que plus ça va, plus je recule. Et donc actuellement, dans l'équipe du 15 parlementaire à laquelle je participe encore, je joue à l'arrière. Ce qui veut dire qu'en fait, après ça, il n'y a plus beaucoup de choix. C'est le banc ou la retraite. Ça veut dire quand même de grande qualité de vitesse. Donc ça veut dire un peu de stratégie, un peu d'orientation, un peu d'organisation. Allez, on attaque avec les questions d'actualité, évidemment. Florent Provençal du service politique de la Provence vous pose la première question. Évidemment, on attaque sur la crise sanitaire. Jean-Baptiste Djebbari, bonjour. Pensez-vous qu'un reconfinement national, comme c'est passé pour le littoral niçois, est possible ces prochains jours ? Bon, par principe, rien n'est écarté puisque la crise nous a quand même appris l'humilité, le fait de prendre la situation épidémique jour après jour. Ce qui a été fait hier, c'est... En tout cas, oui, hier, pour Nice et l'aire littorale, c'est d'abord deux choses. Un, c'est regarder les données de façon très systématique, protéger les populations, concilier avec l'activité économique, c'est important, et puis prendre des décisions qui soient concertées avec les élus. Et plus on a de concertation locale, plus on a d'adhésion des élus et de la population, mieux c'est, parce que c'est maintenant effectivement une pandémie avec laquelle on vit depuis plus d'un an, qui est difficile pour beaucoup de populations, je pense aux jeunes, mais pas que. Et donc là, je n'ai pas la réponse précise à votre question. Ce qui est sûr, c'est que chaque jour, nous regardons la situation épidémique. Vous savez qu'il y a un conseil de défense sanitaire qui se réunit en général une fois par semaine et qui acte des principales décisions. Et l'objectif, c'est vraiment d'arriver à des décisions les plus concertées possibles et qui adressent la réalité de l'épidémie qui, bien souvent d'ailleurs, se déjoue des pronostics, y compris des... Nous sommes en vacances. Peut-on mieux contrôler les déplacements justement avec cette crise sanitaire ? On contrôle déjà beaucoup mieux les déplacements depuis que nous avons posé des restrictions supplémentaires, notamment sur les déplacements intra-européens. Vous savez qu'il faut un test PCR négatif pour se déplacer. Sur l'outre-mer, avec des motifs impérieux, et sur l'espace hors Union européenne. Nous avons des flux de circulation qui sont bien réduits, des contrôles aux frontières avec la PAF, et moi je salue le travail que mène Gérald Darmanin avec ses équipes en lien avec les opérateurs aériens. Et nous avons à la fois beaucoup intensifié les contrôles, beaucoup réduit les dispositifs de contournement, et c'est un travail qui va se poursuivre. Depuis le couac d'Ethiopian Airlines, les contrôles ont été encore plus renforcés. C'est plus qu'un couac, il y avait des défauts de la compagnie, nous les avons mis en demeure, elle n'a pas respecté, j'ai suspendu les opérations pendant 3 jours, nous avons continué à faire le contrôle d'autres compagnies aériennes. Aujourd'hui, l'ensemble des compagnies sont en conformité, et c'est heureux, mais nous restons très vigilants sur cet aspect-là des choses. Il y a des règles. Elles sont là pour protéger les populations, il faut qu'elles soient respectées, c'est bien normal. Vous avez évoqué les tests PCR intra-européens. Il ne fallait-il pas prendre des mesures plus tôt, comme certains pays le demandaient, comme l'Allemagne ou... D'abord, le sujet, c'est quand même aussi de concilier l'activité économique. Dès lors qu'on est aux frontières européennes, vous savez que nous avons 350 000 travailleurs transfrontaliers qui vivent de leur travail, qui doivent continuer à pouvoir travailler. Et l'essentiel des déplacements transfrontières, ce sont des déplacements pour travailler. Donc on a eu des discussions avec l'Allemagne qui avait posé des restrictions sur la République tchèque, l'Autriche, qui d'ailleurs commençait à créer des effets de pénurie en Italie sur les flux logistiques. Donc tout ça se regarde de façon extrêmement précise. Et nous, c'est le travail qu'on fait chaque semaine pour identifier les points de blocage, pour avoir des discussions politiques et diplomatiques, et pour s'assurer que notamment la chaîne logistique n'est jamais rompue. Et c'est
pour l'instant, l'équilibre que nous avons réussi à préserver. On revient au déplacement des Français. On est en vacances en ce moment. Il y a beaucoup de gens, évidemment, ici dans notre région. Vous avez peut-être pu le constater hier. On a vu la foule dans les calanques, notamment entre Marseille et Cassis. Est-ce que vous pensez que les Français sont malgré tout responsables quand on voit aussi ces images autour du canal Saint-Martin à Paris, par exemple? Est-ce que les Français ont entendu cet appel à la responsabilité que leur envoie régulièrement le gouvernement? Ou est-ce qu'il y a un peu du relâchement en ce moment, le soleil aidant? Non, mais on fait toujours la part belle aux images qui montrent effectivement quelques relâchements. Mais je crois que les Français, d'abord, vivent la crise depuis maintenant plus d'un an, ou quasiment un an, avec des restrictions qui sont fortes, que très majoritairement les Français sont responsables. Nous, on l'a vu dans les transports, hein, on a imposé le port du masque obligatoire dès le déconfinement du 11 mai. À 95%, le port du masque était respecté dès le premier jour. Ça ne s'est jamais démenti depuis. Et puis, je crois qu'il faut toujours essayer de tenir ces deux piliers de l'action publique, la responsabilité individuelle, la liberté et puis l'adhésion collective, parce que, in fine, nous réussirons à vaincre ce virus ensemble et les restrictions, nous les vivons ensemble. Donc je crois qu'on doit toujours essayer de tenir la contrainte, la responsabilité, la confiance, le contrôle. C'est pas simple. Il y a des moments de tension, il y a parfois petits moments de relâchement. Il faut être ferme dans le discours politique, mais il faut aussi comprendre les difficultés. Donc c'est ça qu'on essaye de tenir comme équilibre. Encore une question sur les tests PCR. Vous contrôlez l'aérien et le maritime. La route et le train, c'est possible? Les frontières terrestres aussi, plusieurs centaines de milliers de contrôles. Alors, notamment ici à la frontière italienne. Parce que d'abord, les contrôles se font de façon régulière, avec des refus d'entrée dans le territoire, qui sont nombreux, plusieurs centaines, des refus d'entrée sur le territoire également aux frontières aériennes, et puis des contrôles PCR inopinés, notamment sur la route, pour sanctionner, le cas échéant, ceux qui n'en sont pas munis. Donc c'est vraiment un continuum de contrôle qui a été mis en place en lien avec les services du ministre de l'Intérieur. Certaines compagnies aériennes internationales ont déjà dit qu'elles allaient mettre en place ce qu'on peut appeler un passeport vaccinal. Vous êtes favorable? Vous y travaillez déjà? En fait, il y a vraiment deux sujets. Moi, j'ai eu l'occasion de l'expliquer il y a quelques jours. Il y a le sujet de simplifier les procédures administratives. Aujourd'hui, quand vous arrivez à Roissy, vous avez votre test PCR négatif sur papier, l'attestation de non-contrôle ou de non-symptômes sur papier, etc., etc. Il y a trop de papier. Et donc, IATA, qui est l'Association internationale des compagnies aériennes, a pris une initiative que j'ai saluée, qui consiste à avoir sur une même application personnelle, avec des données que vous détenez, l'ensemble des certificats de vaccination, les tests PCR, l'ensemble des formalités. Un passeport vaccinal numérique. Alors, ce sera peut-être le sujet d'après, politique, mais en tout cas, c'est de la simplification. Ça évite un truc très, très, très handicapant, qui est de faire des queues et donc de créer dans les aéroports notamment des effets d'engorgement. Donc ça, c'est le sens de l'histoire. Il faut accompagner cette initiative-là. Air France lance à compter de mi-mars le même type d'application pour les vols à destination et en provenance de l'outre-mer. C'est un mouvement que nous accompagnons. Après, le deuxième sujet, c'est de savoir, et ça ce sera un sujet politique à avoir, si on met en place un passeport vaccinal, autrement dit, si pour se déplacer demain, il faudra soit un test, soit le vaccin. C'est vraiment un débat politique qu'il faudra avoir au niveau des transports à l'échelle européenne. Et le dernier sujet, c'est effectivement le passeport vaccinal pour la vie au quotidien. Est-ce que demain, pour aller au théâtre, au bar, au restaurant et ailleurs, vous devez être vacciné ou vous munir d'un test? C'est un débat politique qui est quand même particulièrement qui est intéressant, mais qui est compliqué, qui est complexe, qu'il faut aborder avec beaucoup de lucidité et de précaution. Rien n'est tranché pour le moment. Et le débat n'est pas tranché. Mais vous y réfléchissez. On est aussi une région de montagne, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, évidemment. Les remontées mécaniques, c'est votre ministère. Comment sauver ces sociétés de remontées mécaniques d'une saison catastrophique, sans activité? De toute façon, ce sera une saison compliquée. Les aides publiques du RESCOM sur les secteurs de l'hôtellerie, du café, de la restauration sont massives, notamment l'activité partielle longue durée. L'idée, c'est quand même d'arriver à amortir une saison qui, de toute façon, sera une saison très compliquée et qui le demeurera, pour essayer avec la vaccination au courant du printemps, puis un été, de préparer la suite. Mais tout le monde a conscience aujourd'hui que la saison 2020-2021 pour la montagne sera une saison compliquée. On a redécouvert une autre façon de vivre la montagne aussi. Je n'ai pas encore eu l'occasion d'y retourner, mais il y a eu de la créativité en montagne pour faire redécouvrir la montagne de façon un peu différente. Et tant mieux en quelque sorte. De même que pendant l'été, les Français ont beaucoup plus voyagé chez nous, partout dans le territoire, ont redécouvert des territoires. Je pense que de ce point de vue-là, peut-être que les perspectives changent et que de nouveaux équilibres se nouent et c'est justement pas forcément négatif. Quelle est selon vous l'évolution des transports futurs par rapport à cette crise sanitaire? Comment ça va évoluer, l'aérien Un vrai sujet parce que qu'est-ce qu'on a vu? On a vu
un été à peu près normal, 85% du trafic habituel, des vacances de Noël à 70% du niveau habituel, donc vraiment une décrue par rapport à ce qu'on observe habituellement, des vacances de février qui sont à 60% de ce qu'on observe habituellement, donc ça c'est les vacances, et puis plus structurellement une fréquentation dans les transports en commun qui diminue, et qui diminue de façon assez durable. Donc ça pose le sujet du modèle économique des transports en commun, c'est l'effet du télétravail qui va être durable, c'est l'effet des déplacements d'affaires, là je pense notamment au transport aérien, pour lequel le télétravail aura certainement un impact de long terme. Et c'est aussi les effets qu'on a un peu plus de mal à appréhender, mais qu'on appelle les effets de démétropolisation, au sens où les habitants des métropoles veulent peut-être parfois aller habiter un peu en périphérie ou dans des territoires moins denses, plus ruraux, pour télétravailler un jour, 2 jours par semaine. Ça va poser des vrais sujets d'aménagement du territoire. Moi, je n'ai pas la solution là à ces transformations. En tout cas, j'ai une mission qui court et qui devra rendre des premières conclusions fin mars pour essayer d'objectiver le sujet. Et c'est vrai qu'après, il faudra avoir une discussion avec l'ensemble des élus concernés pour voir dans quelle mesure on adapte, le cas échéant, les politiques de transport, leur financement, etc. En tout cas, c'est un grand chantier de transformation. La crise a encore accéléré ces transformations qui étaient déjà à l'œuvre. Allez, on change de sujet, on parle de laïcité maintenant, Florent. Oui, monsieur Djebari, comment faites-vous appliquer la tolérance zéro que vous aviez annoncée dans les transports publics sur ces atteintes à la laïcité? Vous avez été assez véhément. Ouais. Bon, il y a 2 sujets. Il y a vraiment les atteintes à la laïcité, au sens où vous êtes conducteur de bus et vous refusez de serrer la main à une femme, ou vous refusez de conduire le bus après une femme. Nous l'avons toujours dit, j'ai demandé aux opérateurs tolérance zéro, opérateurs publics comme privés. La loi que nous votons actuellement, elle permet d'appliquer les mêmes principes de neutralité pour les opérateurs privés sous délégation de service public. C'est donc une avancée. La tolérance zéro, elle est aujourd'hui appliquée. Honnêtement, on n'a pas eu de cas de dérive récemment, et c'est heureux. Puis après, il y a le deuxième sujet, qui est le sujet de détection de la radicalisation, qui là est un sujet en lien avec l'intérieur et les services, qui consiste aussi à être intransigeant sur les contrôles avant de recruter, au moment des mobilités. Et je crois pouvoir dire que l'ensemble des opérateurs, l'ensemble des élus concernés sont vraiment à la manœuvre pour effectivement faire respecter un des principes fondamentaux de notre République, la neutralité du service public, la laïcité au sens large. Et une autre question, environnement maintenant, Florent. Oui, vous aviez créé une mini-polémique vers la Saint-Valentin, je crois, en publiant une carte des futures bornes électriques sur les aires d'autoroute. Il manquait chez moi, dans le Limousin, surtout. Oui, dans le Limousin, je crois, et en Bretagne. Oui. Plus sérieusement, vous en êtes où de ce plan? C'était pas une quelle échéance. Cette carte, c'est le plan de déploiement des bornes électriques sur les autoroutes concédées. Donc il y a forcément des zones où et les routes nationales ne sont pas concédées. Voilà, exactement. Donc nous avons en tout, nous avons évidemment l'ensemble du territoire qui va être maillé. Là, nous avons positionné avec les sociétés concessionnaires les bornes de façon très précise, qui sont des bornes à haute puissance et qui vont permettre, j'espère, pour l'été prochain, d'avoir, pour les usagers, d'avoir confiance. Combien de bornes l'été prochain? En tout, on aura plus de 440 stations de bornes, donc stations partout dans le territoire, et plus de 100 000 bornes à l'horizon fin 2021. 100 000 bornes sur le territoire. Alors il y a des sujets qui sont plus simples que d'autres. Sur les autoroutes, sur les routes nationales, c'est plutôt simple. En lien avec la grande distribution, dans les grands centres commerciaux, c'est plutôt simple. Le vrai sujet, pour nous, c'est les métropoles, c'est l'habitat collectif, c'est les syndics, les copros. Ça mettra un peu plus de temps, mais vraiment, on essaie de phaser l'ensemble de ce déploiement. Et évidemment, on va mailler l'ensemble du territoire. C'est un peu le même sujet que sur les pylônes 4G, 3G. On commence en général, et les opérateurs, ils poussent à couvrir les zones les plus denses et les axes les plus fréquentés, mais il y a un sujet effectivement d'équité des territoires, et c'est tout la mission du ministère que d'assurer cette harmonisation. À quel horizon pensez-vous qu'on pourra prendre sa voiture électrique sans avoir la crainte de se retrouver sans énergie et voyager en France sans avoir la crainte de se retrouver à sec? Moi, je pense que l'été prochain, ce sera un premier grand test grandeur nature, si je puis dire, parce qu'on voit là qu'on a vendu quand même des véhicules électriques, qu'un véhicule sur 3 qui a été vendu cette année, notamment en lien avec les aides, est un véhicule électrique ou hybride. Le marché commence vraiment, donc le marché de l'offre des constructeurs commence à être solide. On a ces bornes qui sont en cours de déploiement. Et puis on a des aides publiques qui sont quand même massives, qui adressent notamment le marché de l'occasion, qui adressent les ménages les moins aisés. Et donc ça commence vraiment pour la première fois à créer un continuum, un cercle vertueux. Et moi je pense qu'on a un premier test, grandeur nature, à l'été. On va essayer sur les grands axes d'itinérance, justement de créer cette confiance, parce que c'est le premier levier, le premier blocage qu'il faut absolument lever.
Alors, quelques mots sur l'actualité des transports dans notre région. Vous avez signé hier un contrat avec Renaud Muselier, président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, pour pérenniser les petites lignes. On parle notamment de la ligne, pour nous qui sommes ici, la ligne de la Côte Bleue entre Marseille et Miramas, par exemple, il y en a d'autres. Pourquoi pérenniser ces petites lignes qui finalement sont assez peu fréquentées? Quel est votre objectif au travers de ce choix politique? Moi, c'est un sujet qui me tient à cœur parce que quand je suis arrivé, d'abord je suis élu du Limousin. Et dans le Limousin, on a vu Limoges-Angoulême fermé, Limoges-Brive fermé. Et je crois d'ailleurs que dans la crise des Gilets jaunes, il y avait aussi beaucoup ça, le sentiment que l'État recule parce qu'il a préféré les lignes à grande vitesse pendant assez longtemps. Le territoire, d'ailleurs, ici, en a bénéficié, mais qu'on a eu cette inéquité territoriale. Comme député, j'ai demandé, alors que le rapport Spinetta préconisait finalement l'abandon, ou en tout cas le retrait progressif des 9000 km de petites lignes dans le territoire, j'ai demandé à ce qu'on regarde précisément combien ça coûtait, où elles étaient, quel était leur état. Et ensuite, j'ai construit un plan en lien avec toutes les régions. Et on a commencé à signer les premiers contrats en février dernier avec Grand Est. On a 7 régions qui ont délibéré pour signer. On a signé effectivement la région Sud hier, de manière à sauver l'ensemble des 9000 km de petites lignes. Ici, c'est environ 400 km sur les 1700 du territoire. C'est donc important. C'est 580 millions d'euros partagés avec les régions. Et ça nous permettra aussi, parce que la deuxième question que vous évoquez, elle est importante, c'est aussi de trouver de nouveaux modèles autour des trains à hydrogène, de trains plus légers, qui emportent peut-être un peu moins de personnes, mais qui sont plus conformes à la demande des usagers. Et c'est là-dessus que nous travaillons avec l'ensemble des régions. Et j'étais très heureux de pouvoir signer ces 2 contrats hier. Justement, on va parler du deuxième contrat, c'est la résorption de 13 points noirs autoroutiers. On pourrait croire que vous favorisez les déplacements en voiture. Non, on pourrait croire qu'on travaille en complémentarité entre les modes. Vous savez, dans les territoires les moins denses de la République, bien souvent la réalité, et je parle en connaissance de cause, c'est la voiture individuelle. Converdi, c'est le sujet sur l'électrification qu'on a évoqué juste avant, mais c'est la complémentarité des modes. On a besoin de routes, on a besoin de routes plus écologiques, on a besoin de désengorger aussi pour la qualité de l'air, la pollution. Donc, et on a besoin d'avoir des projets qui soient concrets, qui parlent au quotidien. Et donc on a vraiment centré ce plan routier autour de la résolution de nœuds, de points bloquants pour les usagers au quotidien. Et donc ces 2 plans, ils sont très complémentaires. Et d'une manière générale, la vision du ministère des Transports, c'est vraiment d'agir en complémentarité des modes et d'essayer de mener tous ces projets de décarbonation, de fluidification de front. Vous avez également lancé un plan de relance des trains de nuit, notamment, vous avez confirmé le Paris-Briançon, mais nous dans la région, on a évoqué le Dijon-Marseille et le Bordeaux-Marseille. Vous en êtes toute cette réflexion et à quelle échéance? Alors d'abord, il nous reste 2 lignes de train de nuit qu'on pérennise évidemment. On va rouvrir une première ligne en avril prochain, le Paris-Nice, une deuxième ligne fin d'année, Paris-Tarbes, qui a vocation après à rejoindre la côte atlantique. Et on a travaillé au sein du ministère des Transports un schéma de déploiement français et européen pour avoir possiblement une dizaine de lignes à l'horizon 2030. Il y a une logique européenne. On a eu une belle signature d'un accord avec 4 grandes entreprises ferroviaires il y a maintenant quelques semaines, fin décembre de mémoire. Et donc on a vraiment beaucoup d'ambition pour le train de nuit. Le président de la République qui est très attentif lui-même pour l'avoir pratiqué, me disait-il, moi aussi d'ailleurs. Et je crois que ça correspond aussi à une nouvelle, ou à un renouveau dans la façon de voyager, de prendre le temps, de voyager en sécurité, de gagner du temps parce qu'on travaille, on voyage de ville à ville et qu'on peut se retrouver dans le centre-ville le matin. Et donc, une nouvelle façon de voyager, ou en tout cas un retour aux fondamentaux du voyage. Je pense que c'est très attendu par les populations. Vous savez, peut-être il y a beaucoup d'Avignonnais, de Vauclusiens qui nous regardent et qui vous liront demain dans la Provence. Et on a donc des questions évidemment sur cette fameuse liaison Est-Ouest qui pourrait désengorger Avignon. Oui, que compte faire l'État pour accélérer ce dossier, qui est une urgence sanitaire selon la maire d'Avignon, Cécile Delle? Alors, vous savez que ce dossier, il suit finalement les procédures, qu'il y a une procédure un avis de l'autorité environnementale qui a nécessité des travaux complémentaires. En lien avec l'État local, le préfet concerné, nous menons aujourd'hui ces discussions de manière à retrouver un calendrier qui soit plus compatible avec effectivement la dynamique et le calendrier qui a été projeté. On a pu regagner là, quelques mois, quasiment une année maintenant par rapport quasiment une année, donc c'est quelle échéance? Écoutez, j'ai plus exactement ça nous mène maintenant à 23-24 de mémoire. Mais l'idée, c'est vraiment de rester sur ce consensus. Il sera financé comment ce projet finalement? Le financement, d'une manière générale, sur ces projets, c'est des financements partenariaux entre l'État, la région, les collectivités. C'est ce qui est recherché aujourd'hui sous l'égide du préfet local. Les Vauclusiens demandent aussi la gratuité sur l'autoroute entre Avignon Sud et Avignon Nord. C'est possible? La gratuité, c'est toujours possible, il faut juste savoir qui paye à un moment, vous savez. Et donc dans les contrats qui nous lient avec les sociétés concessionnaires, en général, ces contrats, ils sont
très précis, très spécifique sur les clauses d'augmentation tarifaire. Bon, le droit, ça se respecte. Et dans les projets qui sont typiquement là, le plan de relance routier que nous avons fait, il se fait à tarif constant parce que nous avons pu agir dans le droit existant, dans les contrats existants, trouver les bonnes clauses et faire les bons travaux. L'État y prend sa part, hein, c'est 215 millions d'euros que nous investissons sur le plan de relance routier en région sud. Mais il faut... Voilà, le sujet de la gratuité des transports, en général, ça consiste à ne plus faire payer les usagers pour faire payer les contribuables, qu'ils soient ménages ou entreprises. Donc il faut se défier parfois de ces propos politiques un peu faciles. Dernière question ferroviaire sur la région. La ligne Nouvelle-Provence a été relancée. On annonce une enquête publique d'ici la fin de l'année, vous la confirmez? Oui, on a eu d'ailleurs ces discussions hier en lien avec les différents élus concernés, qui m'ont fait part parfois de leurs préoccupations, parfois de leur volonté d'aller vite. Donc on prend évidemment tous ces opinions en compte. L'idée, de toute façon, c'est un projet structurant pour le territoire. On a le sujet de la gare marseillaise, on a le sujet évidemment de l'ensemble des aménagements tout au long du tracé. On s'est donné la capacité sur le ferroviaire d'avoir des volumes de financement qui sont considérables. Oui, là, on parle de plusieurs milliards d'euros. Un projet à 10 milliards d'euros, tout cumulé. Il y a vraiment le sujet du traitement d'abord des flux en gare de Marseille, puis après, effectivement, de la gare souterraine, de manière à gagner de nombreuses minutes. Donc c'est un projet structurant pour le territoire et d'une manière générale pour la France. Et ce projet, il va avancer au bon rythme et dans un consensus, j'espère. Et justement, quelles sont les échéances? Parce qu'on parle depuis longtemps. Là aussi, on a toute l'enquête publique qui va se dérouler, la consultation enquête publique et l'ensemble des procédures qui vont se dérouler. C'est un projet qui va s'étaler jusqu'à 2027-2028. L'idée étant d'avoir très rapidement à la fois la première réorganisation des flux. Ça, c'est pour assez facilement regagner un peu de fluidité et d'ailleurs d'organisation au sein de la gare de Marseille et Saint-Charles. Et puis engager les premiers travaux souterrains pour avoir une première exploitation autour de l'horizon que j'ai fixé. Donc c'est pour mettre Nice à combien d'heures de Paris à peu près? On va gagner effectivement. Ouais, c'est ça. Oui. Quasiment, là, ça doit être 4h40 aujourd'hui, donc on gagne quand même une heure. Quasiment une heure. Merci, Monsieur le Ministre, d'avoir été avec nous ce matin. La grande interview, évidemment, c'était donc en direct à l'instant. Vous pouvez nous suivre évidemment en replay et évidemment une page complète demain dans la Provence. Merci à tous, bonne journée. Merci à vous.